Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1er. La fille de gendarme et la fille d'enseignant. 1. De vie CONSACREES à l'enfance. Marie Pape Carpentier, 1815 à 1878. Marie Carpentier naquit le 10 septembre 1815 sous la monarchie de Juillet restaurée par Louis XVIII, après Waterloo, l'abdication de Napoléon Ier et sa déportation à Sainte-Hélène par les Anglais. Sous l'Empire, André Carpentier, gendarme, maréchal des logis à Alençon, avait été muté dans une garnison à La Flèche, dans la Sarthe, avec sa femme Joséphine Rose et ses 2 enfants, une fille et un garçon. Ils ne connaîtront que fort peu de temps le bonheur de se trouver dans une petite ville agréable, baignée par le Loir. Joséphine attend un 3e enfant qui sera Marie. La vie rêvée simple et heureuse pour cette famille unie va bientôt se transformer en terrible drame dont la première victime sera André Carpentier, le mari de Joséphine Rose. André Carpentier dirige une brigade pour faire face aux royalistes qui déferlent non loin de La Flèche. Il est chargé d'une mission, faire parvenir des documents au maréchal Manset. Mais il devra les brûler avant de tomber le 21 mai, sous les balles des Chouans. La petite ville de La Flèche est aux mains des royalistes. Mais Carpentier n'était pas royaliste et ne fut donc pas déclaré mort pour la France. La famille n'aura droit à aucun secours. Elle devra quitter la caserne pour aller vivre, toujours à La Flèche, rue de la Valois. Un nouveau drame vient à nouveau endeuiller Joséphine Rose et son fils. Sa fille Joséphine, âgée de 9 ans, meurt tuée accidentellement par le pistolet ayant appartenu à son père André Carpentier, en jouant avec une servante. Marie-Joséphine Olinde Carpentier naîtra le 10 septembre 1815, 2 mois après ce nouveau drame. Marie adulte ne se remettra jamais de ne pas avoir connu son père. Elle écrit « Ô précieuse caresse paternelle, combien de fois mon cœur se brise et pleure encore en songeant que je ne les ai point eues. » 1. Une enfance marquée par la pauvreté et l'humiliation. Très rapidement, la petite famille Carpentier connaîtra la pauvreté. À La Flèche comme dans toute la Sarthe, la misère sévit. Madame Carpentier est sans ressources. Puis, elle devint lingère à la taillerie du Collège Royal. Dans cet atelier de confection, elle travaillait dès 6 heures du matin pour ne toucher presque rien. La vie était difficile, mais plus encore pour les indigents sans travail écrasés par la misère et la maladie. C'est aussi le temps des grandes épidémies meurtrières comme celle de la typhoïde et du choléra. Durant la petite enfance de Marie, les salles d'asile n'existaient pas et sa maman, obligée aux longues journées de travail, ne pouvait ni garder la petite Marie qu'elle affectionnait, ni la faire garder par une nourrice qu'elle ne pouvait payer avec ses maigres ressources. Marie sera donc confiée à sa grand-mère, alors dentellière à Alençon, jusqu'à son entrée à l'école. Marie revient à La Flèche à l'âge de 4 ans. Mais malgré une mère aimante et attentive à lui épargner au maximum les difficultés, la petite Marie aura une enfance marquée pour la vie par les humiliations dues à la pauvreté. Elle mettra toute son énergie dans son action éducative pour le respect des enfants pauvres. Elle ne supportait pas les actions de charité qui, disait-elle, déconsidéraient les enfants. À l'âge de 11 ans, Marie entrera en apprentissage comme repasseuse puis gantière. Elle se passionnera pour la lecture et sa formation autodidacte la conduira en 1834 à diriger une salle d'asile à La Flèche durant 4 années, avec l'aide de sa mère, accueillant ainsi une centaine d'enfants âgés de 2 à 6 ans. Ce n'est qu'en 1842 qu'elle dirigera la principale salle d'asile du Mans. Les fruits de l'observation. De même que les écrits et ouvrages publiés par Pauline Kergomar, ceux de Marie Pape Carpentier bénéficieront de son expérience acquise sur le terrain. En effet, sans être psychologue, ses observations lui faisaient découvrir les enfants. Elle aimait tant les enfants, tous les enfants, qu'elle conseillait aux éducatrices de bien les connaître, de les aimer par-dessus tout qu'ils soient attirants, sales ou laids. À ses observations dans les salles d'asile, s'ajoutèrent quand elle fut maman, son regard sur ses 2 fillettes. Il est évident que dans les salles d'asile, les enfants accueillis étaient différents les uns des autres. Certains étaient timides, d'autres gâtés ou rebelles, parfois brutaux ou égoïstes, disait Marie. Elle conseillait de connaître individuellement chacun d'eux, et de savoir s'adresser aux différents types de jeunes enfants.
Ses écrits, ses conseils sont empreints d'indulgence, d'affection, de compréhension. Elle condamnait les coups ou les peines dégradantes à l'égard des enfants. Marie refusait de suivre les orientations de certains des promoteurs des salles d'asile, qui préconisaient une sévérité excessive pour préparer les enfants à leurs futures conditions d'ouvriers. Arrière ces cœurs durs, stoïques pour les autres, qui prétendant que les enfants étant destinés à la peine, il faut les y accoutumer de bonne heure, clamait-elle. Marie suggérait tout au contraire, une attention éducative, affectueuse et respectueuse à l'égard de chaque enfant confié à la salle d'asile. Il faut bien reconnaître cependant, que dans des salles d'asile où des éducatrices peu nombreuses et de surcroît peu formées, devaient accueillir et encadrer des centaines d'enfants, il fut difficile à chacune d'elles de suivre les judicieux conseils de Marie et de s'intéresser à chacun des enfants individuellement. Un courage à toute épreuve. Marie a souffert dans son enfance de la pauvreté et des sarcasmes à son égard et à l'égard de sa famille. Elle les surmontera par ses écrits, ses poésies et ses actions courageuses pour devenir la femme progressiste et dévouée à l'instruction populaire, reconnue de tous. Sur les instances de Madame Mallet, promotrice des premières salles d'asile, Marie devint en 1847 responsable du centre de formation des institutrices à Paris, puis en 1848 directrice de l'école normale des institutrices. Elle en sera la présidente jusqu'en 1874. Marie épousera en 1848 Henri Pape, de retour d'Algérie, qui devint capitaine de la garde de Paris. Ils auront 2 filles, Brigitte et Madeleine. Peu après son mariage, Marie Pape Carpentier publie à Paris « L'enseignement pratique des salles d'asile », ouvrage couronné par l'Académie française en 1850. Aujourd'hui, écrit-elle, je suis heureuse femme et heureuse mère. 10 ans de fiançailles m'avaient autorisé à compter sur le premier de ces bonheurs, et j'ai assez chèrement payé le second pour espérer de la bonté de Dieu qu'il ne me le retire pas. Mais nouvelle épreuve, Henri Pape décédera 10 années plus tard. Marie Pape Carpentier aura également 2 fils adoptifs, dont l'un était le fils d'une enseignante de cours pratiques, décédée en lui confiant son enfant. En 1867, Victor Duruy, ministre sous le Second Empire, impressionné par le succès des conférences de Marie Pape Carpentier, fera d'elle, en raison de ses qualités exceptionnelles de pédagogue, la première femme conférencière à la Sorbonne. Dès lors, Marie, autodidacte, ex-petite-fille pauvre, deviendra l'universitaire respecté de tous, y compris à leur corps défendant, des catholiques conservateurs qui voulaient lui ôter toutes ses responsabilités. La première école normale des institutrices portera le nom de Marie Pape Carpentier. Après avoir été déléguée générale des salles d'asile en 1868, Marie dirigea L'Ami de l'enfance, journal des salles d'asile. Pauline Kergomar, 1838 à 1925. Une famille de protestants. Pauline Reclus naquit à Bordeaux le 24 avril 1838 dans une famille protestante du quartier des Charons. Son père, Jean Reclus, est d'abord instituteur puis inspecteur de l'enseignement en Gironde. Jeune fille, Pauline étudie au cours normal d'institutrice de la Gironde, institution laïque dont l'inspecteur était son père. Ce fut une brillante élève, admirée et aimée. Sa directrice la notait ainsi, indépendante avec éclat. C'est dans cette école qu'elle passa son brevet de capacité à 18 ans. Sa mère tient une librairie, mais meurt en 1848, alors que Pauline n'a que 10 ans. Grâce à son brevet de capacité, Pauline sera institutrice privée jusqu'en 1861. Elle donne des leçons dans les familles protestantes tenant le négoce des vins dans son quartier. De sa naissance en 1838 à son décès en 1925, Pauline Kergomar aura connu 4 régimes successifs et 2 grandes guerres. De même que Marie Pape Carpentier, elle a grandi sous la monarchie de Juillet et la Seconde République avec Louis-Napoléon pour 4 années jusqu'en 1852. Puis elle traversa le Second Empire sous Napoléon III, la guerre de 1871 et l'épisode sanglant de la Commune de Paris. Pauline dut attendre la Troisième République pour être chargée, à partir de 1879 de la mission d'inspection générale qu'elle accomplira durant 40 années, jusqu'en 1917 au milieu de la Première Guerre mondiale. Elle fit preuve dans cette fonction de sa grande compétence et de son dévouement à la cause de l'école maternelle, et exerça d'autres activités en faveur de l'émancipation féminine et de l'enfance misérable. Pour Pauline comme pour Marie,
le respect dû à l'enfant était essentiel et conditionnait leur mission éducative et sociale, leur volonté de protection de l'enfance. Pauline Kergomar souhaitait que l'école devienne indispensable à tous les enfants. Un mari poète et révolutionnaire. À 23 ans, Pauline quitte Bordeaux pour Paris où vivent ses deux sœurs. Elle est hébergée chez sa sœur Suzanne Laurent, dont le mari est chef du cabinet du préfet de la Seine. Elle rencontre chez sa sœur Noémie le séduisant Jules Kergomar, révolutionnaire et poète, avec qui elle se marie en 1863 contre l'avis de son père, lequel s'était déjà opposé à son départ pour Paris. Ils auront 3 enfants dont 2 survivront, Joseph et Jean, qui lui donneront 10 petits-enfants. Mais la vie conjugale de Pauline fut pénible. Son époux ne travaillait pas, alors qu'il ne manquait pas de capacité. Il publia certes des articles, notamment dans le journal L'Indépendant du Finistère. Il rédigea un ouvrage sur Washington vers 1880. Il fut chargé d'une mission d'inspection des bibliothèques populaires en Bretagne. Pauline reconnaissait son talent littéraire, mais cela ne rapportait pas de quoi vivre. Dès 1863, année de son mariage, pour subvenir aux besoins de la famille, Pauline Kergomar dirige une pension de famille jusqu'en 1869 et y donne des cours particuliers. Et elle continue ensuite à donner des leçons privées pour faire face aux dépenses de son ménage moralement désuni. Son mari mourut le 28 mars 1901, à l'âge de 79 ans. Dans leur livre sur Pauline, ses petits-enfants Geneviève et Alain Kergomar constatent. À 41 ans, mère de 2 enfants de 13 et 9 ans, elle postule à l'inspection des salles d'asile sur les conseils de ses amis républicains, ce qui lui permettrait d'avoir un revenu stable. Pauline a pu se rendre cette justice qu'elle avait fait tous les sacrifices possibles pour assurer aussi longtemps que possible les avantages d'une vie de famille normale, et pour éviter à son mari les conséquences les plus cruelles de son apathie. 2. La maternelle dans l'école. Après Marie Pape Carpentier, Pauline Kergomar dirigera L'Ami de l'enfance, revue pédagogique pour les écoles maternelles. Après la guerre de 1870, elle publie un livre de leçons de choses intitulé « Les biens de la terre et causeries enfantines ». Ferdinand Buisson lui conseille de passer un examen d'aptitude qu'elle réussit brillamment. Le 1er mai 1879, Jules Ferry signe la nomination de Pauline Kergomar en qualité d'inspectrice des salles d'asile. Elle a 41 ans. C'est ainsi que, tout en inspectant ces salles, elle jouera un rôle essentiel dans leur transformation en établissements de première éducation et en véritables écoles maternelles. Au cours de cette même année 1879, elle fait paraître aux éditions Hachette, La Galerie des Hommes Illustres. De 1881 à 1910, Pauline Kergomar est inspectrice générale des écoles maternelles. En 1886, elle est la première femme à accéder au Conseil supérieur de l'instruction publique. De 1886 à 1913, son ouvrage « L'éducation maternelle dans l'école » connaîtra 8 éditions. De même, son livre « L'enfant de 2 à 6 ans », paru en 1910, sera réédité 3 fois. En 1901, elle devient vice-présidente de la Société libre de psychologie. Pauline a toujours distingué instruction et éducation. Dorénavant, le jeu est au premier rang des activités éducatives, avec les exercices physiques. Très en avance sur son temps, Pauline Kergomar insistera toujours pour une pédagogie individualisée. Mais pour ce faire, les salles et le matériel ne sont pas adaptés et ce n'est qu'en 1927, 2 années après son décès, qu'une instruction préconisera l'installation d'un mobilier individuel. Pauline prend sa retraite en 1917, à l'âge de 79 ans. Elle meurt le 13 février 1925, toujours sous la Troisième République. Durant ce demi-siècle, la République aura permis à Pauline Kergomar d'accomplir son œuvre remarquable en faveur de l'école maternelle, tandis que l'école laïque gratuite et ouverte à tous aura pris l'essentiel de son essor. Le courrier de Pauline publié dans le livre de ses petits-enfants, nous révèle un esprit libre et indépendant. Bien des auteurs ont magnifié sa vie entièrement vouée à ses enfants et plus généralement à l'enfance, la richesse de son œuvre et ses conceptions éducatives. De 2 PERSONNALITES, un même objectif. Une même bonté, mais un caractère différent. Marie a commencé sa vie professionnelle à l'âge de 19 ans et Pauline à l'âge de 18 ans,
mais elles avaient une génération d'écart. Marie, nous l'avons vu, était issue d'une famille catholique modeste qui connut la pauvreté au décès de son père. Tandis que Pauline était issue de 2 familles protestantes plus aisées. Elle perdit sa mère à l'âge de 10 ans, son père était inspecteur des écoles primaires. Toutes 2 faisaient preuve d'un enthousiasme communicatif et d'une activité débordante. Passionnées de pédagogie, elles furent toutes 2 encouragées et stimulées par des personnalités ayant compris et approuvé les fondements de leur action. L'éducation et la reconnaissance de la personnalité de l'enfant en furent largement bénéficiaires et continuent aujourd'hui à inspirer les éducateurs et les chercheurs en sciences de l'éducation. Leur personnalité les rendait attachantes. Le peintre Paul Millet, ami de Marie Pape Carpentier, nous décrit Marie comme une femme chaleureuse, attirante, pleine de charme. Sa physionomie, dit-il, exprimait l'intelligence, la douceur et la bonté bien que la bouche ferme marquât l'énergie d'une volonté forte. C'était en effet une nature passionnée pour le bien, et qui savait rester maîtresse d'elle-même. Son visage tout entier était comme éclairé par des yeux bruns, au regard pénétrant, plein de franchise et de sympathie, que l'enthousiasme illuminait de son éclair droit. Le grand-père de Marie était artiste peintre. Marie se souvenait que sa mère lui parlait de ses peintures sur « Des dames de France », qui lui procuraient une rente de 3000 livres. De nombreux châteaux en Bretagne et en Vendée ont été décorés par lui de portraits et de tableaux de famille. Marie, lauréate avec mention honorable lors d'un concours de poésie en 1839, inspirait de la sympathie autour d'elle. Un recueil de ses poésies, Préludes, paraîtra dans la presse du Mans. Il sera salué par les lecteurs. À l'époque, elle n'a que 24 ans. Elle continuera toute sa vie à écrire des poèmes. Un portrait peint par Manchablon nous montre un beau visage empreint de gentillesse 4. Douceur que l'on retrouve dans la dernière photographie faite par Nadar en novembre 1877, et dans le buste de marbre blanc sculpté par Gustave Garnier et conservé à l'Institut national de la recherche pédagogique. Pauline Kergomar, quant à elle, était intraitable à l'égard des promoteurs des salles d'asile, mais se montrait douce et aimante avec les enfants de son entourage et ses propres enfants et petits-enfants. Sa correspondance en dit long sur son attachement à sa famille, comme d'ailleurs l'amour de Marie Pape Carpentier pour ses 2 filles et ses fils adoptifs. Ces 2 femmes d'exception ne ménageaient jamais leurs efforts, au risque d'en souffrir, et ne se plaignaient jamais, sauf pour protester contre les mesures officielles qui pouvaient contrecarrer leurs projets. En cas de succès, si petit soit-il, elles laissaient percer leur joie, dès lors qu'ils faisaient avancer les orientations pédagogiques auxquelles elles tenaient. Un air de noblesse. Les petits-fils de Pauline Kergomar décrivent leur grand-mère avec beaucoup de vénération. Écoutons Pierre Kergomar. Pauline Kergomar, pour moi, c'est d'abord la vieille dame très petite, très menue et cependant très grande dame, qui au cours de ses tournées arrivait pour un bref séjour dans l'appartement que mon père occupait à l'école normale d'instituteurs dont il assurait la direction. Je ne saurais mieux faire pour vous la présenter, que de vous donner lecture du passage que ses fils ont consacré à son aspect dans la brochure qu'ils ont écrite à sa mémoire. À cette époque, il s'agit de l'époque de son arrivée à Paris en 1861, elle avait par conséquent 23 ans, Pauline, sans être une jolie femme, attirait invinciblement par sa figure, son esprit et la vivacité de ses gestes, qui traduisaient tous les mouvements de sa pensée et de son cœur. Plus petite que la moyenne, très menue, elle s'habillait bien sans suivre de près la mode. Sa figure avait un air de noblesse frappante et de suprême intelligence. Une bouche un peu grande, fine et expressive, un nez droit, mince et un peu long, des yeux bleu clair tour à tour pétillants d'esprit, voilés de mélancolie, éclairés d'enthousiasme ou de tendresse, des sourcils droits, un beau front haut et lisse que couronnaient les coques d'une magnifique chevelure châtain, retombant en arrière et sur les côtés en ultime boucle qui encadrait le visage et adoucissait ce que les traits pouvaient avoir de trop précis. Mais un de ses grands charmes, c'était la mobilité inouïe de l'attitude et de la physionomie, désespoir des photographes, des peintres et des sculpteurs. Sa démarche avait une légèreté surprenante, et jusqu'aux dernières années de sa vie, elle se plut à descendre les escaliers en courant comme une jeune fille, alors que sa chevelure avait passé du gris au blanc argenté et faisait à sa tête la plus élégante des couronnes. 5. On retrouve cette tendre déférence chez toutes les personnes qui ont eu à la connaître, et qui se sont exprimées lors de diverses commémorations et lors de son décès.
Une franchise sans détour. Madame Kergomar, petite fille de Pauline, se souvient. Elle n'était pas une grand-maman gâteau, sauf avec moi qui était presque la plus petite. Elle était exigeante. Pas tant que pour elle-même, certes. Elle ne renonçait jamais pour des raisons personnelles à une chose qu'elle avait décidée. C'est avec l'intransigeance dans les petites choses qu'on parvient à construire des mondes nouveaux, ou des écoles maternelles. Les aînés de ses petits-enfants et les institutrices craignaient sa sévérité. Et ses fils, décrivant sa franchise, lui reconnaissaient un fort tempérament car pour elle la vérité était essentielle. C'est pourquoi on la trouvait parfois dure ou maladroite, et certaines institutrices ne supportaient pas ce trait de caractère. Car Pauline disait toujours sans détour ce qu'elle avait à dire et ce qu'elle pensait. Et cela en toutes circonstances, quelle que soit la personne à qui elle s'adressait. Elle ne craignait pas, écrit sa petite fille, de mettre en lumière ce qui allait mal, sans envelopper sa pensée de circonvolution et atténuation habituelles dans le style administratif. Le désir d'accomplir sa mission pour l'enfance primait tout. Aussi était-elle infatigable dans sa volonté de persuasion pour défendre ses projets, et notamment l'école maternelle. Quelle notoriété ? La notoriété de Marie Pape Carpentier dépassait nos frontières. Rendant hommage à ses filles, Madame Brigitte Gell et Mlle Madeleine Pape Carpentier, Émile Gosseau, biographe de Marie Pape Carpentier, écrivait « Son nom était déjà très répandu en France et l'Europe nous l'enviait à l'égal du père Girard et de Pestalozzi, et c'est là en effet le rang que lui assigne la valeur éminente de ses travaux. » 6. En revanche, Pauline Kergomar restait plutôt, comme dit Jean Château, dans une demi-ombre, même dans le milieu des enseignants sauf celui des maternelles, même à Bordeaux. Aujourd'hui encore, au XXIe siècle, alors que les idées de ces deux pionnières ont fait un chemin exceptionnel et que leurs applications ont révolutionné le monde de la pédagogie, beaucoup de jeunes instituteurs et institutrices des écoles maternelles et des écoles primaires ne savent toujours pas que Marie et Pauline en ont été les grandes inspiratrices. Des objectifs identiques. Marie et Pauline avaient des buts identiques. Elles luttaient contre la pauvreté des enfants et de leurs familles, et ne supportaient pas qu'une différence s'installe entre enfants. Pour elles, tous les enfants devaient avoir les mêmes droits. Mais il faudra attendre encore un siècle pour voir naître la Charte des droits de l'enfant. Marie et Pauline ont aussi lutté toutes les deux pour l'émancipation féminine, contre une misogynie pesante et difficile à combattre. Et elles avaient fort à faire. D'ailleurs, ne nous y trompons pas, aujourd'hui encore, malgré des avancées exceptionnelles, l'égalité des droits reste à acquérir. Le 8 mars, devenue Journée internationale de la femme, restera longtemps une journée revendicative avant qu'il ne devienne un jour de célébration de droits reconnus et appliqués. Marie et Pauline voulaient mettre tout en œuvre pour une enfance heureuse. Elles recherchaient pour les enfants une reconnaissance, une éducation nouvelle qui les mène plus tard à l'instruction dans les meilleures conditions. Elles ne cessaient d'accomplir des démarches en faveur de la santé des enfants, de meilleures conditions de logement et d'hygiène. Elles réclamaient le jeu, l'éducation physique à l'école, la formation professionnelle des personnels. Elles souhaitaient des locaux spacieux, des petits groupes d'enfants. Parlant de Marie Pape Carpentier, Émile Gosseau écrivait « Instruire en même temps que protéger, faire éclore à la vie intellectuelle des enfants qui parlent à peine et dont on a cru jusque-là toutes les facultés profondément endormies, tel est le genre d'enseignement que rêvait dès l'âge de 19 ans cette femme supérieure. » Marie était particulièrement courageuse. Le travail manuel aux côtés de sa mère occupait ses journées pour assurer le pain quotidien. Et elle consacrait ses nuits à la poésie. Elle ne possédait pour toute bibliothèque que la Henriade de Voltaire qu'elle lisait et relisait 7. Son imagination était fertile, et Marie n'avait pas encore trouvé sa voie, le travail manuel ne lui convenant pas. Dans cette attente, elle se donnait entièrement à la poésie. Le soir, quand ma mère dormait, quand le ciel était noir. De soupirs inconnus, l'âme tout oppressée. J'errais au fond des bois, seul avec ma pensée. Sous leurs sombres rameaux mon sein respirait mieux. Et mon âme agrandie interrogeait les cieux. La rencontre ? Tant de choses rapprochaient ces deux femmes, qu'on ne peut imaginer qu'elles ne se soient pas rencontrées. Selon Jean-Noël Luc, née en 1838, étrangère à l'univers de la petite école jusqu'à la préparation du certificat d'aptitude en 1877,
et républicaine convaincue, Pauline Kergomar n'entretient pas de lien affectif particulier avec la salle d'asile et ses promoteurs. Nous voulons bien admettre qu'il ne pouvait y avoir de lien affectif entre nos deux femmes, d'autant plus que les critiques acerbes de Pauline à l'égard des méthodes des salles d'asile s'adressaient bien évidemment non seulement à l'institution elle-même, mais à ses promoteurs tels Madame Mallet et Jean-Denis Cochin qu'elle ne nommait d'ailleurs pas. Pauline Kergomar devait probablement critiquer Marie Pape Carpentier, qui fut directrice des cours pratiques jusqu'en 1877. Après avoir fait d'un séjour à ces cours, Pauline taxait de bouffonnerie les chants d'épellation au claquoir et les leçons de choses sans choses, de la classe d'application. Après avoir été inspectrice des écoles, avec le soutien de Paul Bert et d'Émile Deschanel, elle n'hésita pas à désigner publiquement comme responsable du vice structurel de la salle d'asile, cette commission supérieure de 1837, dont l'œuvre, pour ne pas avoir été féconde, a été durable. 8. Pourtant Éric Plaisance nous dit que Pauline ne manquait jamais de rendre hommage à Marie Pape Carpentier. 9. Tout porte donc à croire à des possibilités de rencontres, voire d'échanges épistolaires. Mais aucun des ouvrages ou des biographies les concernant n'en font mention. En outre, Marie Pape Carpentier et Pauline Kergomar étaient toutes deux de ferventes laïques. Marie était une catholique ouverte au progrès. Pauline, huguenote, avait perdu la foi protestante. Les idées de la laïcité les animaient toutes les deux. Elles avaient certes connu des chemins différents, avec une génération d'écart. Mais les barrières n'étaient pas infranchissables, d'autant qu'elles ont assumé les mêmes responsabilités, inspectrices des salles d'asile, directrices de la même revue, chacune à leur tour. Elles avaient bien des raisons de se rencontrer, de se comprendre et faire ensemble un chemin constructif, si court soit-il, vers leur but commun, l'école maternelle. Pauline Kergomar savait, à n'en pas douter, par les textes et la renommée de Marie Pape Carpentier, que celle-ci n'avait pas ménagé ses efforts pour transformer progressivement les salles d'asile en école maternelle. Pauline ne pouvait ignorer qu'avant son propre combat, Marie avait en son temps réussi à faire substituer officiellement l'appellation école maternelle à celle de salle d'asile, terme à la connotation trop caritative et non éducative. Marie avait probablement dû souffrir des critiques sans nuance de Pauline Kergomar. Et pourtant, toute leur action pédagogique montre qu'elles parcouraient toutes deux un même chemin semé d'embûches. Marie Pape Carpentier, catholique adepte de la laïcité de l'enseignement, se heurta à l'Église qui non seulement ne la soutenait pas, mais fera en sorte qu'elle soit révoquée et perde ainsi toutes ses responsabilités. Elle en tombera malade. Pauline Kergomar, de son côté, n'aura pas tous les soutiens souhaités et rencontra bien des résistances. Fort heureusement, la Troisième République et notamment Jules Ferry permettront la transformation des salles d'asile en école maternelle avec la programmation du jeu, tant souhaitée par les deux pionnières. Alors, pas de rencontre ? Il est permis d'en douter. Marie étant décédée en 1878, comment Pauline, qui parcourait tous les départements pour s'entretenir avec les éducatrices des salles d'asile et promouvoir de véritables écoles maternelles, n'aurait-elle pas tenté de rencontrer Marie Pape Carpentier, personnalité si éminente ? De son côté, comment Marie, qui luttait comme Pauline Kergomar pour l'émancipation de la femme, pour la sauvegarde de l'enfance et pour l'école maternelle qu'elle appelait de tous ses vœux, n'aurait-elle pas cherché à rencontrer Pauline ? Cela paraît bien étonnant. L'absence de réponse à notre question se trouve peut-être dans une destruction des documents qui nous manquent tant aujourd'hui. Le fils de Pauline, Jean Kergomar, écrit en effet dans son journal. 21 mai 1940, préparatif. Je brûle force de lettres et papiers, presque toutes les lettres de famille et intimes. Triste. Cela m'occupe toute la journée. 27 mai 1940, je continue à brûler et déchirer lettres et autres. Is. Ces dates correspondent à l'envahissement de la France par les troupes allemandes, puis l'exode. Ce furent des jours terribles pour les Parisiens. D'où la destruction de nombreuses archives, ce qui expliquerait l'absence de lettres de Pauline Kergomar antérieures à 1886. Chapitre 2. Marie et Pauline, TEMOINS de la MISERE des enfants au cours de l'essor industriel. L'enfance malheureuse et le déshonneur de l'humanité. Pauline Kergomar. 1.
un siècle de développement industriel et de famine. Des innovations multiples. Le XIXe siècle fut un siècle de découvertes techniques et scientifiques, d'essor industriel, mais aussi de guerres, de révolutions, de famines, d'épidémies. Tout cela a suscité un foisonnement littéraire et scientifique assez extraordinaire, et n'a évidemment pas manqué d'influencer Marie Pape Carpentier et Pauline Kergomar, lesquelles ont pour leur part élaboré et diffusé des idées progressistes d'éducation pour la petite enfance qui contribueront aux gloires du siècle. Le siècle des Lumières avait déjà marqué de façon indélébile les sciences, les arts et la technique. Marie et Pauline connaissaient donc l'apport de Rousseau, Diderot, Gutenberg, Chevreul, Delacroix, des frères Lumière, de Signac et tant d'autres. Mais au XIXe siècle, les progrès scientifiques et techniques et le développement de l'industrie modifièrent aussi les mentalités et la perception de l'être humain, de la famille, des femmes en particulier. Les découvertes en sciences humaines, en physiologie, en médecine et en chirurgie, ont aidé à mieux connaître le processus de maturation de l'enfant. Une meilleure approche de la personnalité de l'enfant a permis un début de reconnaissance de ses droits. Les découvertes pédagogiques de Marie Pape Carpentier et Pauline Kergomar s'inscrivent dans ce courant. Le développement de l'industrie. Les remarquables innovations industrielles du XIXe siècle contribuèrent notamment à la richesse et à la domination de la bourgeoisie propriétaire des usines. À l'aristocratie succédera le capitalisme. Certes, les petits métiers, porteurs d'eau et guiseurs de couteaux, mais l'industrie les supplantera bientôt. Durant un siècle, de 1815 à la Première Guerre mondiale, la France connaîtra une longue révolution industrielle. Les innovations sur terre et sur l'eau seront parfois accueillies avec réticence, voire même avec frayeur. Ainsi, en 1816, une sorte de panique gagna les paysans normands. On dit qu'un monstre marin remonte le fleuve crachant le feu par sa gueule. Chacun se calfeutre dans sa maison. Au matin tout s'explique, c'est un bateau à vapeur, un steamer, qui pour la première fois assure la liaison entre Londres et Paris, 11. Sur terre les machines font leur apparition dans l'exploitation forestière. L'élevage industriel gagne aussi les porcheries. La diligence, malgré sa nouvelle vitesse, ne peut évidemment rivaliser avec le train, qui transporte les marchandises 10 fois plus rapidement. Malgré la crainte de voir les villes défigurées par les gares et les voies ferrées, la gloire du rail sera spectaculaire. La gare Saint-Lazare peinte en 1877 par Monet deviendra un des chefs-d'œuvre de l'impressionnisme. À partir du milieu du XIXe siècle, les industries du textile, de la métallurgie vont faire des bonds prodigieux. Les grandes usines apparaissent, telle l'usine Schneider au Creusot, qui emploie 10 000 ouvriers. La machine à coudre, la bicyclette, l'automobile, le tramway, l'éclairage au gaz font partie des grandes inventions du siècle de Marie et Pauline. Les nouveaux riches s'installent. En 1853, l'empereur Napoléon III nomme le baron Haussmann préfet de Paris et de la Seine. Celui-ci va démolir, notamment dans le Vieux Paris, près de 30 000 maisons habitées par les familles pauvres sans ressources. Le socialiste Proudhon dénoncera en ces termes les grandes avenues autour de l'Étoile et les quais immenses. C'est la ville neuve, monotone, fatigante, avec ses boulevards rectilignes, avec ses quais magnifiques mais déserts, avec son fleuve attristé. Cependant, Paris se dote d'un réseau d'égouts et d'adduction d'eau et de gaz. Sous la férule du baron Haussmann, Paris changera en moins de 20 ans. Le peuple de Paris, chassé par la démolition des vieux immeubles, va émigrer dans les faubourgs. L'opéra, les grandes églises, les théâtres apparaissent à partir de 1860. Victor Hugo dira du palais de la Bourse: on ne saurait trop s'émerveiller d'un monument qui peut être indifféremment un palais de roi, une chambre des communes, un hôtel de ville, un collège, un manège, une académie, un entrepôt, un tribunal, un musée, une caserne, un sépulcre, un temple, un théâtre. Du vivant de Marie et Pauline, la deuxième moitié du XIXe siècle connut une multiplication rapide des découvertes. Utilisation énergétique des chutes d'eau, téléphone, phonographe, ampoules électriques, moteurs à essence, etc. C'est à cette époque aussi que Louis Lumière projette son premier film. Les féministes réclament déjà le droit de vote pour les femmes, obtenu seulement à la Libération, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale.
Satisfaite de tous les progrès, la bourgeoisie française s'enrichit, sans égard pour la misère humaine ambiante. Marie et Pauline s'engagent contre la misère. Balzac et Zola nous montrent dans leurs romans que la vertueuse rigueur morale de la bourgeoisie ne s'avère pas sans tâche. Et les historiens notent que les grands écrivains comme Victor Hugo, les peintres comme Courbet et Cézanne se détachent des aspirations et des goûts des bourgeois et critiquent cette société figée. 12. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.